2014, une année charnière pour la liqueur de Chartreuse. On a appris récemment que son unique lieu de production, la distillerie de Voiron, près de Grenoble, doit déménager pour respecter la réglementation Seveso sur le stockage des alcools. Et puis surtout, cette année, la célèbre liqueur des moines fête ses 250 ans. La verte, appelée aussi liqueur de santé, fut élaborée au monastère en 1764. Son succès immédiat est d'abord limité à la région dauphinoise et aujourd'hui, sa renommée est planétaire. Mystique et mythique, voici l'histoire d'un succès hors norme que nous racontent Denis Vignaux-Duguet, Antoine Marnas, Dominique Sommet et Mélanie Ducré. Dès qu'on fait quelque chose, de toute manière, on ne fait pas quelque chose sans quelques centilitres de Chartreuse. Qu'elle soit verte ou jaune, il s'en vend plus d'1,5 million de bouteilles chaque année dans le monde. C'est une liqueur naturelle, de plantes, d'écorces, d'épices et de racines. Ça, c'est une chose fondamentale. À elle seule, la verte représente 70% de ses ventes. J'ai toujours une bouteille de Chartreuse dans mon frigidaire. Dès sa naissance en 1764, la Chartreuse verte est baptisée élixir de santé. Les moines avaient prévu ça comme étant aussi une forme de remède. Elle est élaborée par 2 moines. Eux seuls possèdent le manuscrit ancestral qui révèle comment utiliser les 130 plantes. On dit qu'il y en a toujours une qui veut vous faire du bien. Mais les proportions sont telles qu'aucune ne peut vous faire du mal. Quelles sont ces plantes? D'où viennent-elles? Comment est élaborée cette liqueur? Quel est ce secret vieux de 250 ans? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes d'abord rendus à Paris, au Jardin du Luxembourg. Nous sommes exactement sur le site des bâtiments de la Chartreuse de Vauvert, qui a été édifiée ici à partir du XIIIe siècle à Paris. Pauline de Lafont est historienne des religions. Du monastère dont elle nous parle, il ne subsiste rien, sauf un bâtiment qui abrite les services de la questure du Sénat. C'est l'hôtel des Chartreux. C'est là qu'en 1605, le maréchal d'Estrées vient offrir aux religieux la recette de l'élixir de longue vie. Il a dû passer le porche pour ensuite traverser l'allée qui menait à une première cour où là, certainement, le frère hôtelier a dû le faire attendre pour rencontrer le prieur de la Chartreuse de Vauvert. Les moines ont le monopole de l'alchimie. Il y a toujours dans les monastères un pharmacien, un apothicaire qui va pouvoir travailler ces manuscrits-là. Donc c'est pas étonnant que ça arrive dans un monastère de type Chartreuse. Pendant plus d'un siècle, les moines de Vauvert tentent en vain de tirer profit de la recette du maréchal d'Estrées. Finalement, en 1737, les religieux décident de confier le précieux manuscrit à l'apothicaire de la Grande Chartreuse, le frère Jérôme Maubec. Quelques années plus tard, il met au point la formule de l'élixir végétal. Puis en 1764, il crée l'élixir de santé. C'est la Chartreuse verte que nous connaissons aujourd'hui. Le grand son, un petit peu Rochevérand. Et puis de l'autre côté, Autran. Partout il y a le... Et la vulnéraire. Je me demande si j'ai le droit de vous dire ça. Le droit de nous dire où pousse la vulnéraire, cette plante indispensable à l'élaboration de la liqueur. Dès l'âge de 20 ans, Robert parcourt les sommets pour fournir les moines. On avait fait ça aussi pour les jeunes, pour les tout jeunes, pour les enfants qui étaient en vacances. Au lieu de faire pétarader des motos dans les... c'était... En même temps, ça leur donnait le goût de la montagne. À 90 ans aujourd'hui, Robert Vincent a bien évidemment passé la main à son fils qui partage la même passion.
Si tu me donnes un coup de main tout à l'heure, on ira chercher les 2 petits qui restent vers le jardin là-bas. Quand on est au Grand Son, par exemple, tout à fait en dessus du monastère, on entend quand même les cloches du monastère qui sonnent, tout ça, et on est là à accueillir de la vénéraire qui va aller vers eux. On le sent. Il y a une 130 plantes, c'est ça, dans la Chartreuse. On participe un petit peu, bon, bah, ça fait quelque chose, quoi. C'est intéressant. On a toujours entendu parler de la Chartreuse, nous, hein, forcément. On est né avec. Hein. Effectivement, dans les Alpes, tout le monde connaît la liqueur de Chartreuse. Mais bien malin celui qui pourra dire ce qu'elle contient. Ah, apparemment il y a du cerfeuil musqué par là. Il a ce côté très doux au toucher. Le docteur Aline Mercant est ethnobotaniste, spécialiste des Bauges et de la Chartreuse. Ses recherches l'ont amené à s'intéresser de près à la pharmacopée des Alpes et à l'étroite relation qui existe entre les plantes et les moines. Alors ça, c'est de l'origan. L'origan, ça fait partie de la liqueur de Chartreuse, c'est un des composants? Alors certainement, parce qu'on a la première page de la recette dans laquelle on a 13 plantes. Et dans ces 13 plantes, on a de la marjolaine. Et on a aussi de la lavande, du thym, de la sauge, des plantes qui ne sont pas typiquement de Chartreuse. Et ensuite, comme le sport un peu local de tous les habitants de Chartreuse, c'est d'essayer de deviner quelles sont les plantes de Chartreuse qui sont présentes dans la liqueur, on a fait un petit inventaire dans nos enquêtes ethnobotaniques. On nous parle d'une quinzaine d'autres plantes et dans ces plantes, il y a l'origan, qui est en fait un cousin de la marjolaine et qui pousse, comme vous pouvez le voir ici, vraiment en abondance, qui est extrêmement parfumé. Très exceptionnellement, les perlicoristes acceptent de nous ouvrir les portes de la Grande Chartreuse pour nous faire découvrir le Saint des Saints. La salle des plantes. Elle se situe dans l'ancienne boulangerie du monastère. À première vue, rien ne permet aux curieux que nous sommes d'en savoir plus sur la mise en œuvre de la liqueur et surtout sur ce qu'elle contient. Le secret est bien gardé. Nous posons alors à Dom Benoît et frère Jean-Jacques la question. Qu'y a-t-il décrit sur ce fameux manuscrit du maréchal d'Estrées? C'est une liste de 130 plantes, dont chaque plante est numérotée, et ensuite on a une estimation de poids. Alors ça peut être une pincée, une poignée, des poids qu'utilisaient les anciens. Hein. En fait, le secret, ce sont le nom des plantes, les proportions des plantes et ensuite la mise en œuvre. Il y a les trois. Ensuite, bon, bien, on met les numéros sur les sacs, d'après les plantes qui sont dedans. Et puis, bien, un numéro de lot, donc toutes ces choses-là, donc ça fait une série de choses qui se suivent, qui permettent de continuer toujours avec la même précision, quoi. Et donc, la qualité perdure, mais ça, c'est la complexité de la recette. Il y a quand même 130 plantes, et ça, c'est vrai. Des plantes cueillies dans le monde entier, qui sont séchées, triées, broyées, puis stockées ici dans de grands coffres en bois numérotés, avant d'être pesées et enfin mélangées, selon la recette 2605. Même si le secret est parfaitement gardé, quelques noms venus du fond des âges et de lointaines contrées résonnent à nos oreilles. Centella asiatica, centaurée simple, graines de fenouil, baie de genièvre, ginkgo biloba, feuilles d'olivier. Nous voici donc plongés au cœur du mystique et du mythique, là même où le spirituel côtoie l'alchimie. C'est le moment que choisissent les pères pour nous en montrer un peu plus. Le laboratoire du monastère. Ici s'effectuent les contrôles et les corrections indispensables au maintien d'une qualité stable. On prend un échantillon, et donc voilà un échantillon qui vient d'être assemblé, ça donne ça. Et donc selon les résultats que l'on obtient, on corrige, on fait ce qu'on appelle une correction, c'est-à-dire on rajoute de l'eau, du sirop, éventuellement de l'alcool, pour arriver à 55 degrés, à 55,2% d'alcool et à la densité qu'on a choisie. Et donc là, Dom Benoît est en train va se brancher sur le PC qui est à Voiron. Il faut que tu cliques là.
Vous avez la main en fait sur, sur tout le procédé. Oui, sur l'automate de distillation qui gère toutes les vannes. Bon, c'est un temps de distillation qui dure à peu près 7 heures. Et que donc sur place, donc, il y a les ouvriers qui peuvent intervenir. Et nous ici, à partir du monastère, donc nous pouvons aussi, nous aussi intervenir en cas de besoin. Mais effectivement, lorsqu'on va devoir déplacer la distillerie, on fera sûrement quelques étapes de plus en performance technique qui permettront d'alléger la surveillance encore des alambics. Alors, grâce à ce système-là, les moines ont exactement la même visualisation informatique des alambics et du process d'assemblage. Donc, ils peuvent, depuis le monastère, faire superviser et faire aussi à leur tour la distillation et l'assemblage des chartreuses. À 25 km de la Grande Chartreuse, nous voici dans les locaux de la distillerie de Voiron, près de Grenoble. C'est ici qu'arrivent les mélanges de plantes préparés au monastère. Le travail des ouvriers est précis, suivre à la lettre les consignes des pairs. Chartreuse Diffusion affiche un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros par an. Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise puisque chaque année depuis 10 ans, elle bénéficie d'une croissance stable et constante de 2% en moyenne. Si à eux seuls, 9 pays assurent 90% des exportations, il en existe 2 qui se distinguent particulièrement. Il se trouve que depuis 5 ans, nous avons 2 locomotives extraordinaires que sont les États-Unis et l'Allemagne. Les États-Unis notamment, qui aujourd'hui, à eux seuls, font 30% du chiffre d'affaires de la société. Donc c'est quand même très important. Notre idée, c'est simplement de durer, de durer et de durer, et de faire vivre du coup toutes les personnes qui vivent autour de ce projet-là. C'est la chartreuse verte traditionnelle qui assure plus des 2/3 des ventes mondiales. Que de chemin parcouru depuis la découverte du grimoire du maréchal, depuis les premières distillations de Jérôme Maubec l'apothicaire, depuis cette époque où frère Charles descendait avec son âne à Grenoble pour vendre quelques bouteilles d'élixir végétal. La relation avec les moines est essentielle. Et ça, c'est important que tout le monde le comprenne bien. Ils sont au cœur de la production. Sans eux, on ne fait pas de chartreuse. Et s'ils n'étaient plus là, à mon avis, on n'en ferait plus non plus. Nous, notre âme, elle vient essentiellement d'eux. Toute la journée, nous menons une PME. Ce n'est pas le monde des bisounours, c'est une vraie PME avec les problèmes commerciaux qu'on peut avoir, financiers, humains, que chaque société a. Et eux mènent leur vie de prière et de solitude au monastère, juste là-haut. Sur chaque foudre, vous aurez remarqué cette petite ardoise qui nous donne en fait quelques informations, une lettre, le J pour la chartreuse jaune et le V pour la verte. À droite, vous voyez le pourcentage d'alcool et puis en bas la quantité qui, elle, est toujours mentionnée en hectolitres. Unique lieu de production de la chartreuse, la distillerie de Voiron a été créée en 1860 puis agrandie en 1966. Elle possède les plus grandes caves à liqueurs au monde, 164 mètres de long. Chaque année, elles accueillent 150 000 visiteurs. C'est dire si en 250 ans d'histoire, la célèbre liqueur s'est forgée une renommée mondiale. Il y a ce secret, il y a cette histoire. C'est réellement une boisson qui est chargée d'émotions et d'histoire. En tout cas, pour moi, elle l'est. Il y a quelque chose d'artistique dans beaucoup de boissons. Dans le vin, n'en parlons pas. Mais dans cette boisson-là, indéniablement, qui a ce côté alchimique un peu, voilà, qui est autour de la chartreuse et qui, moi, me passionne. La chartreuse, c'est la santé par les plantes. C'est pour ça que j'en prends. C'est du médicament. Jamais malade avec la chartreuse. Jamais malade. Si dans un de ses spectacles, Serge Papagali évoque la verte et les moines, le 7e art n'est pas en reste. En 2007, dans Boulevard de la Mort, Quentin Tarantino fait l'éloge de la chartreuse qui du coup conquiert le marché américain. The fuck is it? Chartreuse. The only liquor so good they named a color after it. Avant lui, en 1938,
Alfred Hitchcock accorde une place de choix à la liqueur dans son film « Une femme disparaît ». Oh, I want a green chartreuse. Côté musique, le groupe rock américain ZZ Top en fait un tube. La liqueur connaît aussi des heures de gloire en littérature dans des styles très variés. Roman policier avec Frédéric Dard, plus traditionnel chez Amélie Nothomb, et même en BD avec Blake et Mortimer. En 1925, c'est aux États-Unis que Gatsby le Magnifique partage une bouteille de chartreuse avec Nick, le narrateur. Un tiers VEP jaune, 2 tiers VEP verte, et on assemble les deux. Bon, là, on parle complètement Donc en moi, crypté, là. Hein. Moi, j'ai la verte en premier et la jaune derrière. Et toi, tu as le contraire. Eh ben, c'est exactement ça. Olivier Poussier est sans doute celui qui connaît le mieux toutes les subtilités de la chartreuse. Meilleur sommelier du monde, en 2000, il a créé avec les pairs liquoristes cette cuvée spéciale dite Tarragone du siècle. Depuis, il a tissé avec les moines de forts liens d'amitié. J'ai une relation bien sûr tout à fait particulière. J'y vais une fois par trimestre. Je déguste avec les moines et c'est toujours un grand moment d'enchantement. Je pense que grâce à Don Benoît et à Frère Jean-Jacques, la liqueur chartreuse vit des moments assez intéressants parce que ce sont deux passionnés. Lorsqu'il parle chartreuse, Olivier Poussier est intarissable sur les multiples couleurs et les innombrables saveurs des différentes cuvées. Mais ce n'est pas tout. Pour lui, qu'il s'agisse d'une jaune, d'une verte, d'une jeune ou d'une très ancienne, la chartreuse possède des atouts qui la placent au-dessus de toutes les liqueurs. On dit toujours qu'une liqueur ou une eau de vie arrête son vieillissement dès qu'elle est mise en bouteille. Eh ben, la chartreuse, c'est tout l'inverse. L'inverse, ça veut dire que c'est la seule liqueur que je connaisse qui gagne en complexité avec le temps, qui mange son sucre, qui se patine, qui gagne en complexité aromatique et qui fait que c'est vraiment une liqueur qui démontre un potentiel de vieillissement, même une fois qu'elle est mise en bouteille. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Au royaume de la gastronomie, la chartreuse occupe aussi une place de reine. C'est en plein cœur des Alpes, à Megève, en Haute-Savoie, qu'officie son principal ambassadeur. Meilleur ouvrier de France, 3 étoiles au Michelin, Emmanuel Renaud est un inconditionnel de la liqueur des moines. Les pairs, c'est des gens qui sont, même s'ils ne parlent pas, ils sont magiques. Rien qu'à les voir, il y a quelque chose qui dégage de cette liqueur. J'ai pas mal de préparation. Il y a toujours au moins minimum un dessert à la chartreuse tout le temps. Mais ça m'arrive des fois que je puisse le mettre aussi dans les fabrications salées. Avec des jus de petits pois légèrement, avec quelques petites gouttes de chartreuse. Plus comme un condiment. Juste pour donner un petit trait, plus pour avoir une sauce chartreuse. Et dans ce plat-là, on va dire que c'est un sabayon herbe du jardin, où on fait un gel de chartreuse jaune, un gel de chartreuse verte. Mais c'est tout l'esprit de la chartreuse, d'avoir, en plus du dessert, d'avoir la complexité à chaque cuillère que ce soit différent. On boit un verre de chartreuse, mais c'est surtout la chartreuse qui nous raconte une histoire. Bonjour, c'est Brigitte de la Chartreuse. Dégustation aujourd'hui, il y a à manger, il y a à boire, il y a des lots à gagner, venez, venez. Pour eux, la chartreuse, c'est toute une histoire. Eux, ce sont les membres du club des fous de Chartreuse. Une fois par an, ils se retrouvent à Paris pour une journée consacrée à leur passion. C'est une fois par an, hein. Ça fait pas de trop. Le rôti de cochon avec sa sauce à l'orange et au romarin à la chartreuse. Le foie gras, il n'y a plus que des petites miettes là. Foie gras aux myrtilles, à la crème de myrtille, des pairs chartreux bien sûr. Là vous avez la grosse terrine de cochon aux grenouilles, aux escargots et aux herbes de la chartreuse. Les petits crottins de chèvre marinés à la chartreuse et aux fruits confits. Et les guimauves nature. Non, c'est des guimauves à la chartreuse, je suis désolé. Ici, on s'habille en jaune et vert, dress code chartreuse oblige. On boit chartreuse, on mange chartreuse, on parle chartreuse. Ici, si vous aimez la liqueur, vous êtes forcément un ami.
Maintenant, on est plus de 300, une journée où plus de 300. Il y a le bloc des fous de Chartreuse. Vous avez, voilà, il y a des gens, des passionnés de Chartreuse, des fous, des dingues. Moi, je suis même modéré par rapport à certains. Voilà. C'est un tout petit minuscule. Anton et sa compagne sont russes. La Chartreuse est bien connue dans leur pays, mais elle fut longtemps réservée à une élite. La Chartreuse, c'est une boisson connue, mais il y a eu beaucoup de contrefaçons. Donc mes parents, mes contre-parents, ils ont connu des contrefaçons de Chartreuse et aujourd'hui ils ont l'occasion de goûter de la vraie. Donc l'abreuvoir, c'est un cocktail dans lequel on va renverser la bouteille d'orangina après y avoir mis des pailles. On tourne. Hop là, et voilà. La petite partie en bas. Partage ? Je vous en prie, c'est fait pour être partagé. Ça se voit comme ça. Voilà. Ouais, c'est plutôt avec ton. Ce que j'aime le plus, c'est la diversité des différentes chartreuses. C'est la complexité des vieilles chartreuses, c'est la fraîcheur des chartreuses jeunes, c'est la différence entre les jaunes et la verte, c'est la différence entre la Tecla et la Tarragone. C'est ce que le monde est complexe, c'est comme un vin en fait. Ça, l'accessoire indispensable. Une journée de fou, c'est aussi une journée d'échange. Au fil des ans, bon nombre des amis du club sont devenus des experts et surtout des collectionneurs. C'est le cas de Claudie. Madame Paillet, qui est une des plus grandes collectionneuses au monde de Chartreuse. On ne vous dira pas où elle habite, car elle possède de la Chartreuse blanche. Le fantasme de tout collectionneur de Chartreuse. La blanche, cette liqueur anisée qui à l'époque n'a pas réussi à concurrencer l'absinthe. En bons curieux que nous sommes, nous n'avons pas résisté au plaisir d'aller chez Claudie afin de vous faire découvrir la plus belle collection privée. Bien sûr, il y a les 2 demi-bouteilles de Chartreuse blanche qui a cessé d'être fabriquée en 1902. C'est une collection qui a une âme, qui a commencé par des relations humaines entre ma famille et les pères chartreux. Le grand-père grenoblois de Claudie devient ami avec les Chartreux en 1903, lorsque, sous le coup de la loi de séparation des églises et de l'État, les moines sont contraints à l'exil à Tarragone, en Espagne, où ils vont produire jusqu'en 1989 une exceptionnelle liqueur du même nom. Mon grand-père les a aidés à tout emballer, à choisir, à organiser leur départ. Et pour le remercier, les pères chartreux lui ont donné toute une collection de bouteilles. Collection privée qui s'est enrichie au fil des générations pour devenir la plus belle au monde. Il ne manque qu'une bouteille, celle produite à l'occasion du couronnement de la reine d'Angleterre Élisabeth II en juin 1953. Il y a des collectionneurs qui achètent les bouteilles, mais avec beaucoup d'euros, alors que moi, elle a été faite avec beaucoup de cœur. La voici, cette cuvée du couronnement qui manque tant à Claudie. Elle se trouve à Vienne, en Isère, dans les caves du célèbre restaurant étoilé, la Pyramide. Moi, je suis que la 5e famille propriétaire de cette maison depuis 1822. Donc on est juste dépositaire, entre guillemets, de cette maison. Et nous, l'objectif, c'est de continuer une belle histoire et de passer la main à ceux qui vont arriver derrière. Dans les pas de Fernand Point, Patrick est à l'affût de tout ce qui peut encore plus embellir sa cave. Désormais, on y trouve de véritables trésors, comme cette très vieille bouteille soufflée à la bouche. Alors celle-ci, c'est une jaune, donc de 1840, qui est, alors vous voyez, ce qu'on appelle ici, la bouteille est entièrement bouchée, mais c'est la part des anges de 1840 à 2014. Voilà. Quand on vend un verre de Chartreuse, on monte la boîte et on explique l'histoire. Parce que vous savez, c'est important aussi, quand on boit quelque chose, un bon vin, une liqueur, un alcool, aussi de comprendre comment ça a été fait, comment on a travaillé, comment c'était réalisé, et puis tout ce travail en amont qu'il y a pour arriver dans un verre. Et ce travail s'effectue non loin de là, dans le département voisin de l'Ain, à la Chartreuse Notre-Dame de Portes. C'est ici que quelques moines fabriquent les caissettes en bois destinées à protéger les bouteilles de Chartreuse vieillies en fût de chêne. Un travail répétitif et bruyant, mais indispensable. Bien évidemment, il s'effectue en silence. Le travail est important pour 2 choses.
D'abord pour gagner sa vie, c'est humain, donc autant que possible, le moine gagne sa vie en travaillant. Et puis aussi pour donner un exercice au corps tout en laissant l'esprit, le cœur libre. Et donc le moine aime beaucoup, paradoxalement, les travaux un peu répétitifs, un peu simples. Alors, vous avez vu les caissettes, bon, un moine peut faire ça pendant des heures et des heures, tout au long de sa vie, et tout en travaillant, évidemment, il essaie, et souvent c'est assez facile, de prier, rester uni à Dieu avec une prière toute simple, ou simplement le sentiment de la présence de Dieu devant qui il est, voilà. C'est tout le paradoxe des Chartreux. Travailler pour que l'ordre perdure tout en préservant sa vie d'ermite dans le silence et la solitude. En plein cœur du massif de la Chartreuse, dans un lieu tenu secret, repose le manuscrit du maréchal d'Estrées, ce bienfaiteur des Chartreux, sans qui la liqueur n'aurait peut-être jamais vu le jour. Depuis le XVIIIe siècle, elle a su conquérir le monde sans que sa recette ne fasse l'objet d'un dépôt ou d'un brevet. Uniquement protégée depuis 250 ans par le sceau d'un secret bien gardé et par la transmission du savoir-faire incomparable des moines.